disparaît avec ton argent sale. Tu n'es pas notre mère, juste une étrangère. » Ce furent les mots exacts qui sortirent de la bouche de ma fille Delphine, tandis qu'elle me regardait avec mépris depuis le seuil de sa maison. Mon fils Gaël hocha la tête derrière elle, les bras croisés, comme s'il était un juge. J'avais 69 ans et je venais de conduire 4 heures sous la pluie depuis ma petite ville en Auvergne pour leur rendre visite à Lyon, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. J'étais arrivée ce dimanche après-midi avec un immense sourire et un fondant au chocolat fait maison. C'était mon 69e anniversaire et je voulais le fêter avec mes seuls enfants. Toute la semaine, j'avais organisé mes papiers financiers, vérifié mes comptes en banque, mes propriétés, mes investissements. Tout était en ordre. J'avais travaillé 45 ans comme comptable, j'avais économisé chaque centime, j'avais acheté 3 appartements et j'avais investi judicieusement. Je voulais partager la bonne nouvelle avec Delphine et Gaël. Je voulais leur dire que leur mère avait réussi à construire un patrimoine solide et qu'ils n'auraient jamais à s'inquiéter de rien. Mais quand j'ai sonné, Delphine a ouvert la porte avec un air agacé. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras, ne m'a pas félicitée, ni même invitée à entrer. Elle est restée là, bloquant l'entrée, me regardant comme si j'étais une vendeuse ambulante ennuyeuse. « Qu'est-ce que tu veux, Monique ?» me demanda-t-elle, utilisant mon prénom comme si nous étions des étrangères. Derrière elle, Gaël apparut avec le même air froid. Mon cœur se serra. Cela faisait 6 mois que je ne les avais pas vus, et c'était l'accueil qu'ils me réservaient. « C'est mon anniversaire, » leur dis-je d'une voix tremblante, en soulevant le gâteau que j'avais fait avec tant d'amour. « Je pensais qu'on pourrait fêter ça ensemble. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer sur nos finances familiales. » Delphine échangea un regard étrange avec Gaël. Un regard que je ne sus pas interpréter sur le moment, mais que je compris parfaitement plus tard. C'était le regard de 2 vautours observant leur proie. « Entre vite, » me dit finalement Delphine en s'écartant. « Mais on ne peut pas te retenir longtemps. On a des projets. » Le salon était exactement comme d'habitude, avec les mêmes meubles en cuir noir que je leur avais offerts l'année précédente. Sur la table basse, des papiers étaient éparpillés et un ordinateur portable était ouvert. Quand je me suis approchée pour saluer Gaël, il a reculé comme si j'avais une maladie contagieuse. « Assieds-toi là », me montra-t-il une petite chaise près de la fenêtre, loin du canapé principal où ils s'étaient installés comme des rois sur leur trône. J'ai posé le gâteau sur la table et j'ai sorti de mon sac un dossier avec quelques documents. Je voulais leur montrer les relevés de compte, les titres de propriété, les certificats d'investissement. Je voulais qu'ils sachent que leur mère avait réussi, qu'elle avait construit quelque chose de solide pour eux. « Les enfants, je veux vous parler de l'avenir, » commençai-je avec enthousiasme en ouvrant le dossier. J'ai examiné tous mes comptes et j'ai d'excellentes nouvelles. J'ai 3 appartements entièrement payés, plus de 200 000 € d'investissement et... Delphine m'interrompit avec un rire sec et désagréable. Gaël s'adossa au canapé comme s'il regardait une comédie ennuyeuse à la télévision. « D'où tu sors tout cet argent, Monique ?» me demanda Delphine, d'un ton accusateur qui me glaça le sang. Une comptable à la retraite ne peut pas avoir autant d'argent propre. Qu'est-ce que tu as bien pu faire toutes ces années? Voler dans les entreprises où tu travaillais? Ces mots me frappèrent comme des gifles. Gaël se mit à rire et ajouta « C'est sûrement pour ça que tu ne venais jamais nous voir. Tu étais occupée avec tes affaires louches. » Je restais sans voix. Mes propres enfants m'accusaient d'être une voleuse. Eux, qui avaient grandi avec tout ce dont ils avaient besoin grâce à mon travail honnête. Eux, à qui j'avais payé l'université, les voitures, les vacances, les mariages. Eux, qui ne s'étaient jamais souciés de savoir d'où venait l'argent quand ils en avaient besoin. Maintenant qu'ils voulaient connaître mes finances, me traitaient comme une criminelle. Les enfants, cet argent est entièrement légal, leur expliquai-je d'une voix tremblante. J'ai travaillé pendant 45 ans, j'ai économisé chaque centime, j'ai investi intelligemment. J'ai acheté des appartements quand les prix étaient bas,
Tout est documenté, tout a des factures, tout... » Mais Gaël m'interrompit à nouveau, en levant la main comme un policier arrêtant la circulation. « On ne veut pas entendre tes explications, » me dit-il froidement. « Ton argent sale ne nous intéresse pas. On ne veut pas être complice de ce que tu as fait. » Delphine hocha la tête et ajouta la phrase qui resterait gravée dans ma mémoire pour toujours. « Disparaisse avec ton argent sale. Tu n'es pas notre mère, juste une étrangère. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais mes 2 enfants, ces bébés que j'avais élevés seuls après que leur père nous eût abandonnés. Ces enfants qui avaient été toute ma vie pendant des décennies. Maintenant, ils me regardaient avec une haine réelle, un mépris sincère, comme si j'étais leur pire ennemi. Je fermais lentement le dossier, rangeais les documents dans mon sac et me levais de la chaise. « Je comprends, » leur dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. « Si je suis une étrangère pour vous, alors vous êtes aussi des étrangers pour moi. » Je me dirigeais vers la porte, sans me presser, me sentant étrangement sereine. « Et je ne donne pas d'argent à des étrangers, seulement à mes vrais enfants. » Ce soir-là, en rentrant chez moi après le voyage le plus long de ma vie, je m'assis devant mon ordinateur et ouvris tous mes comptes bancaires en ligne. Un par un, j'ai supprimé Delphine et Gaël comme bénéficiaires de tout. Compte d'épargne, investissement, police d'assurance, titre de propriété. Leurs noms disparurent de chaque document légal que je possédais. S'ils voulaient être des étrangers, je les traiterais comme tels. Mais ils ne savaient pas que cette nuit-là, j'avais décidé de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Les jours qui suivirent cette humiliation furent les plus étranges de ma vie. Je me réveillais chaque matin en m'attendant à ressentir de la douleur, de la colère, l'envie de pleurer, mais à la place, je trouvais un calme froid qui m'était complètement nouveau. C'était comme si j'avais découvert une version de moi-même qui avait été endormie pendant 69 ans. Le mardi matin, alors que je prenais mon café dans la cuisine, le téléphone sonna. C'était Delphine. Sa voix était différente, plus douce, presque mielleuse. « Salut, maman », me dit-elle, et ce mot me parut aussi faux qu'une pièce en plastique. « Gaël et moi, on a discuté de ce qui s'est passé dimanche. On a peut-être été un peu dur avec toi. »« Le truc, c'est que, » continua Delphine, « Gaël a quelques problèmes financiers temporaires. Tu sais, l'entreprise où il travaille licencie et il est inquiet. On s'est dit que tu pourrais peut-être lui prêter un peu d'argent, juste le temps qu'il se stabilise. » La voilà. Il ne s'était même pas écoulé 72 heures depuis qu'il m'avait traité d'étrangère et de voleuse, et déjà il tendait la main. « De combien a-t-il besoin ?» demandai-je d'une voix neutre. « Eh bien, » Delphine hésita un instant. « Environ 15 000 €, ce serait bien. »« C'est juste temporaire, maman. On te le rembourse dans 6 mois. » 15 000 €. Une somme qui pour moi ne représentait aucun problème, mais qui pour eux signifiait la différence entre payer leurs dettes et se déclarer en faillite. « Je vois, » répondis-je calmement. « Dis-moi, Delphine, l'argent dont Gaël a besoin, c'est pour payer des dettes propres ou des dettes sales ?» Le silence à l'autre bout du fil fut délicieux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» me demanda-t-elle d'une voix tendue. « Eh bien, dimanche, vous m'avez très clairement fait comprendre que je n'avais que de l'argent sale. Je ne voudrais pas contaminer Gaël avec mes billets souillés. »« Maman, je t'ai déjà dit qu'on avait peut-être été dur. » »« On ne voulait pas dire. »« Si vous le vouliez, » l'interrompis-je fermement. « Vous avez dit exactement ce que vous vouliez dire, et j'ai dit aussi ce que je voulais dire. Je ne donne pas d'argent à des étrangers. » Je raccrochai et retournai à mon café. 5 minutes. Plus tard, il sonna de nouveau. Cette fois, c'était Gaël. « Maman, Delphine m'a raconté votre conversation. » Commença-t-il avec cette voix de petit garçon qu'il utilisait quand il voulait quelque chose depuis l'âge de 5 ans. « Je crois qu'il y a eu un malentendu dimanche. On était stressés, on avait des problèmes. On ne voulait pas te traiter mal. »« Quel genre de problème as-tu, Gaël ?» lui demandai-je directement. « Des problèmes de travail, » répondit-il rapidement. « Tu sais, l'économie est difficile, les ventes ont baissé. »
Mais je connaissais mon fils. Pendant 44 ans, j'avais appris à lire chaque inflexion de sa voix, chaque pause, chaque mensonge. « Tu es sûr que ce ne sont que des problèmes de travail ?» insistai-je. « Ça n'a rien à voir avec le casino qui a ouvert l'année dernière près de ton bureau. » Le silence qui suivit me confirma ce que je soupçonnais déjà. Gaël avait des problèmes de jeu, les dettes n'étaient pas dues à des licenciements, mais à des machines à sous et des tables de poker. « Gaël, dimanche tu m'as dit que je n'étais pas ta mère, que j'étais juste une étrangère avec de l'argent sale. Tu te souviens ?» Sa respiration devint haletante à l'autre bout du fil. Les mères aident leurs enfants. Les étrangères n'ont pas cette obligation. Je raccrochai de nouveau et éteignis le téléphone. Cet après-midi-là, je décidai de mener ma propre enquête sur les agissements de mes enfants. J'allumai mon ordinateur et commençai à consulter les réseaux sociaux de Gaël. Ce que je trouvais me glaça le sang. Des photos dans des casinos, des photos avec des jetons de poker, des photos avec des amis à des tables de blackjack. Les dates montraient qu'il jouait régulièrement depuis 2 ans. Puis je vérifiai le profil de Delphine. Ma fille, qui travaillait comme administratrice dans une entreprise de construction, publiait des photos de vacances coûteuses, de restaurants exclusifs, de vêtements de créateurs. Son salaire ne pouvait pas financer un tel style de vie. Il y avait définitivement quelque chose de louche dans leurs finances aussi. Le vendredi soir, en organisant mes documents financiers, je trouvais quelque chose qui me surprit. Sur l'un de mes comptes d'investissement, il y avait des mouvements que je ne me souvenais pas avoir autorisés. Des retraits petits mais constants au cours des 6 derniers mois, des montants de 500, 800, 1000 euros. En examinant plus attentivement, je découvris quelque chose qui me mit plus en colère que leurs paroles de dimanche. Delphine avait accès à ce compte, car des années auparavant, je l'avais ajoutée comme utilisatrice autorisée, et elle retirait mon argent en cachette depuis des mois. Ce n'étaient pas de gros retraits notés, mais en additionnant le tout, elle avait pris plus de 8000 euros sans ma permission. Le samedi matin, j'appelai la banque et parlai à mon conseiller, M. Dubois. Je lui expliquai la situation et il vérifia tous les mouvements avec moi. « Madame Monique, me dit-il d'une voix préoccupée, ces retraits n'ont définitivement pas été autorisés par vous. Cela constitue une fraude bancaire. »« Je ne veux pas encore porter plainte, » lui répondis-je. « D'abord, je veux que vous retiriez toutes les personnes autorisées sur tous mes comptes. Je dois être la seule à y avoir accès désormais. » Monsieur Dubois effectua le changement immédiatement. Delphine et Gaël furent complètement éliminés de tous mes produits bancaires. Mais ce qui me dérangea le plus, ce n'était pas l'argent volé, c'était l'hypocrisie. Delphine me volait depuis des mois et dimanche, elle m'avait traitée de voleuse. Gaël avait des dettes de jeu et m'avait traitée de malhonnête. Mes propres enfants étaient exactement ce dont ils m'avaient accusé d'être. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans ma cuisine, on sonna à la porte. C'était Delphine, debout sur mon seuil avec un sourire nerveux. « Salut, maman. »« On peut parler ?» Je la laissai entrer, mais ne lui offris rien. Elle resta debout dans le salon, jouant avec les clés de sa voiture. « Gaël et moi, on a réfléchi, » commença-t-elle d'une voix hésitante. « Je pense qu'on devrait mieux gérer tes finances. Tu as 69 ans et parfois, les personnes âgées font des erreurs avec l'argent. » Elle sortit des papiers de son sac. « J'ai apporté des documents à signer. Ce sont des procurations qui nous permettraient de mieux t'aider. » Je les regardais sans les toucher. « Pourquoi avez-vous besoin d'une procuration sur mes finances ? » ?»« Pour te protéger, » répondit-elle rapidement. « Si nous gérons ton argent, personne ne pourra t'escroquer. » L'ironie était parfaite. Les seuls qui m'avaient escroqué, c'étaient eux. « Je ne signerai rien, » dis-je fermement. Le faux sourire disparut de son visage. « Maman, il faut être raisonnable. Que se passera-t-il si tu tombes malade ? Si tu ne signes pas ces documents volontairement, nous devrons peut-être envisager d'autres options légales. »« Delphine, » dis-je d'une voix très calme, « je crois qu'il est temps que tu partes de chez moi. » Elle devint rouge de colère. « Tu sais quoi, maman ? Tu es devenue une vieille femme amère et égoïste. Mais ne crois pas que ça va en rester là. » Après son départ, je restais à digérer ce qui venait de se passer. Mes enfants ne m'avaient
pas seulement volé et humilié, ils me menaçaient maintenant de me priver de mon autonomie légale. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient réveillé la mauvaise femme. Le lundi matin, je pris une décision qui allait tout changer. Si mes enfants voulaient jouer sale, j'allais leur apprendre comment on jouait vraiment. Je mis mon meilleur tailleur gris, le même que je portais pour les réunions importantes durant mes années comme comptable principal, et je me dirigeais vers le centre de Lyon. J'avais rendez-vous avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Maître Élie Moreau avait été mon patron pendant les 10 dernières années de ma carrière. Il était maintenant associé principal du cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. Quand j'entrai dans son bureau au 32e étage de la tour de la Pardieu, il se leva avec un sourire sincère qui me rappela pourquoi j'avais toujours eu confiance en lui. « Monique, quel plaisir de te voir !» me dit-il en me serrant dans ses bras comme si j'étais de la famille. « Tu es exactement la même que le jour de ta retraite. En quoi puis-je t'aider ?» Je m'assis en face de son bureau en acajou et sortis tous les documents que j'avais préparés. Relevé de compte, capture d'écran des réseaux sociaux de mes enfants, registre des transactions non autorisées. « Maître Moreau, j'ai besoin de votre conseil juridique, dis-je d'une voix ferme. Mes enfants essaient de m'escroquer et j'ai besoin de protéger mes actifs. » Il devint immédiatement sérieux et commença à examiner chaque document avec la méticulosité que je lui connaissais de nos jours de travail en commun. Après une heure à tout passer en revue, Élie s'adossa à son fauteuil et soupira. « Monique, c'est très grave. Ce que ta fille a fait avec les comptes bancaires, c'est de la fraude, et la menace de te faire déclarer incapable, c'est de l'extorsion. Nous pourrions engager des poursuites pénales si tu le souhaitais. » Je secouai la tête. Je ne voulais pas encore en arriver là. « Pour l'instant, je veux juste me protéger, expliquai-je. Je dois m'assurer qu'ils ne peuvent toucher ni à mon argent, ni à mes biens, à rien, et je dois être prête au cas où ils essayeraient vraiment de me faire mettre sous tutelle. » Élie hocha la tête et commença à prendre des notes. Rapidement. « Nous allons créer une fiducie irrévocable, m'expliqua-t-il. Nous transférerons toutes tes propriétés et la majorité de tes actifs à la fiducie. Tu en seras la seule bénéficiaire de ton vivant, mais ils ne pourront qu'y toucher sous aucun prétexte. Nous allons également faire des évaluations médicales et psychologiques complètes pour documenter ta compétence mentale. Nous passâmes toute la matinée à organiser les papiers. Élie m'expliqua chaque détail, chaque protection légale que nous mettions en place. « Si tes enfants essaient de te faire déclarer incapable, me dit-il, nous aurons les évaluations de 3 médecins différents et de 2 psychologues confirmant que tu es parfaitement lucide. Il leur sera impossible de gagner. » Alors que je signais les documents, Élie me posa une question qui me surprit. « Monique, as-tu déjà dit à tes enfants combien d'argent tu as vraiment ?» Je secouai la tête. Ils savent que j'ai quelques propriétés et des économies, mais je ne leur ai jamais donné de chiffre précis. Élie sourit d'une manière que je ne sus interpréter. « Alors, ils ne savent pas que tu es millionnaire, dit-il, avec un certain amusement dans la voix. Ils ne connaissent pas les actions que tu as achetées dans les années 90. Ils ne connaissent pas les biens commerciaux. Ils ne connaissent pas les certificats de dépôt qui ont fructifié pendant des décennies. » Il avait raison. Mes enfants pensaient que j'étais une retraitée avec quelques économies. Ils n'avaient aucune idée que j'avais accumulé plus de 2 millions d'euros d'actifs. « Parfait, » continua Élie. « Cela nous donne un avantage énorme. Ils se battent pour ce qu'ils croient n'être des miettes, sans savoir qu'ils essaient de voler l'une des femmes les plus riches de la ville. » Ces paroles me remplirent d'une étrange satisfaction. Toute ma vie, j'avais été modeste avec mon argent. J'avais vécu sans luxe inutile, mais maintenant, cette modestie allait devenir mon arme secrète. En sortant du cabinet d'Élie, je me sentais comme un général qui venait de planifier la stratégie parfaite. Mais ma journée n'était pas finie. J'avais un autre rendez-vous important. Je me rendis à la grande banque du centre-ville et demandai à parler au directeur général, un homme nommé Monsieur Lambert, qui connaissait mon historique financier mieux que personne. « Madame Monique,
me dit M. Lambert en nous installant dans son bureau privé. Monsieur Dubois m'a parlé des problèmes avec vos enfants. C'est une situation très délicate. J'avais demandé cette réunion car je devais faire quelque chose que mes enfants n'attendraient jamais. Je voulais que tous mes comptes soient surveillés 24 heures sur 24. Monsieur Lambert, je veux que vous mettiez en place des alertes immédiates si quelqu'un essaye d'accéder à mes comptes, expliquai-je. Je veux aussi que vous changiez tous les codes de sécurité et que ma présence physique soit requise pour toute transaction supérieure à 1 000 €. Il hocha la tête et commença à traiter les changements sur son ordinateur. De plus, continuai-je, je veux que vous prépariez un rapport complet de toutes les transactions des 2 dernières années, en particulier les retraits effectués par ma fille sans autorisation. J'ai besoin de la documentation officielle pour mon avocat. Tenez bien. M. Lambert imprima tout immédiatement et me remit un dossier de plus de 50 pages de preuves. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je me sentais puissante d'une manière que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas le pouvoir qui vient de l'argent, mais le pouvoir qui vient de prendre le contrôle total de sa propre vie. Pendant 69 ans, j'avais laissé les autres prendre des décisions pour moi. Mon ex-mari décidait comment nous dépensions l'argent. Mes enfants décidaient quand ils me rendaient une visite et quand ils ne le faisaient pas. Mes patrons décidaient de la valeur de mon travail. Mais maintenant, c'était moi qui prenais les décisions. Et la première décision était simple. Mes enfants avaient déclaré la guerre, et j'allais la gagner. Le mercredi soir, alors que j'organisais tous les documents légaux sur mon bureau, le téléphone sonna. C'était Gaël, et sa voix semblait désespérée. « Maman, j'ai un problème sérieux. J'ai besoin que tu m'aides de toute urgence. » Pour la première fois depuis des jours, je ne raccrochais pas immédiatement. Je voulais entendre à quel point il était désespéré. « Les types du casino sont venus à mon travail aujourd'hui, » m'expliqua-t-il d'une voix tremblante. « Ils m'ont donné jusqu'à vendredi pour leur payer 25 000 € ou ils vont s'en prendre à ma famille. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de cet argent ou je ne sais pas ce qui va se passer. » 25 000 €. La somme avait augmenté de 10 000 depuis sa première demande. « Gaël, dis-je d'une voix très calme, tu te souviens de ce que tu m'as dit dimanche dernier ? » Il se tut. « Tu m'as dit que je n'étais pas ta mère, que j'étais juste une étrangère avec de l'argent sale. Tu te souviens ?» Sa respiration devint plus agitée. « Maman, je ne voulais pas dire ça. J'étais stressée, j'avais peur, je ne savais pas comment t'expliquer la situation. » Ces paroles semblaient sincèrement désespérées, mais j'avais appris à ne plus croire aux larmes de mes enfants. « S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je promets de te rembourser chaque centime. »« Gaël, si tu es vraiment en danger, tu devrais appeler la police, suggérai-je. Les casinos légaux ne menacent pas les gens. S'ils te menacent, c'est que tu fréquentes des gens dangereux et que tu fais des choses illégales. » Le silence qui suivit me confirma que j'avais raison. « Je ne peux pas appeler la police, » admit-il finalement. « C'est compliqué, maman. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » Voilà la vérité. Gaël n'avait pas seulement des dettes de jeu, il était impliqué dans des paris illégaux, probablement avec de vrais criminels. Et maintenant, il voulait que je paye le prix de ses décisions stupides. « Gaël, il y a quelques jours, tu m'as dit que j'étais une étrangère, » lui rappelai-je. « Les étrangères ne risquent pas leur sécurité pour des inconnus. Si tu es vraiment en danger, trouve tes vrais membres de ta famille pour qu'ils t'aident. » Je raccrochai et éteignis complètement mon téléphone. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je dormis profondément. J'avais pris toutes les précautions légales, j'avais protégé mes actifs, j'avais documenté tous les crimes de mes enfants. Je n'avais plus qu'à attendre leur prochain mouvement, et j'avais le sentiment que ce mouvement viendrait très bientôt. Le jeudi matin, je fus réveillée par le son insistant de la sonnette. Il était 7 heures du matin et quelqu'un frappait à ma porte, comme si c'était une urgence. Je mis ma robe de chambre rose et me dirigeai lentement vers l'entrée. À travers le Judas, je vis Delphine et Gaël sur mon porche, mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait un homme plus âgé avec eux, vêtu d'un costume noir et un porte-documents à la main. J'ouvris la porte, mais laissai la chaîne de sécurité en place.
« Que voulez-vous à cette heure-ci » demandai-je d'une voix froide. Delphine avait l'air nerveuse, avec des cernes marquées et les cheveux en désordre. Gaël avait une marque violette sur la joue gauche et se déplaçait comme si tout son corps était endolori. Il était évident que les créanciers du casino avaient déjà commencé à envoyer des messages physiques. « Maman, nous devons parler de toute urgence, » me dit Delphine d'une voix tremblante. « Je te présente Maître Legrand. Il est spécialiste en droit de la famille et en cas de tutelle. » L'homme en costume hocha la tête avec un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je compris immédiatement ce qui se passait. Mes enfants avaient engagé un avocat pour me faire mettre sous tutelle. « Bonjour, madame, » me dit l'avocat d'une voix mielleuse. « Vos enfants sont très inquiets pour votre bien-être. Ils ont remarqué certains comportements erratiques ces derniers jours. Refuser d'aider la famille en temps de crise, prendre des décisions financières irrationnelles, montrer de la paranoïa envers vos propres enfants. » Chaque mot était soigneusement choisi pour construire un dossier contre moi. « Comportements erratiques ?» répétai-je calmement. « Comme refuser de donner de l'argent à des gens qui m'ont volé et insulté ?» L'avocat échangea un regard rapide avec Delphine. Il était évident qu'elle ne lui avait pas raconté toute la vérité sur la situation. « Maman, s'il te plaît, laisse-nous entrer, » insista Gaël. « On veut juste parler. Maître Legrand a des documents qui pourraient aider à protéger toute la famille. » Je savais exactement quels documents il avait. Probablement une requête judiciaire pour une évaluation psychiatrique, suivie d'une demande de tutelle provisoire. « Vous n'entrerez pas chez moi, » leur dis-je fermement. « Si vous voulez me parler, vous pouvez prendre rendez-vous par l'intermédiaire de mon avocat. » Le visage de l'avocat changea immédiatement lorsque je mentionnai que j'avais une représentation légale. Delphine devint blême. « Ton avocat ?» demanda Gaël d'une voix brisée. « Depuis quand as-tu un avocat ?» Je souris pour la première fois depuis des jours. Depuis que j'ai décidé de me protéger des gens qui veulent m'escroquer. C'est maître Élie Moreau qui gère toutes mes affaires légales maintenant. Maître Legrand devint visiblement nerveux en entendant le nom d'Élie. Dans une ville comme la nôtre, tous les avocats se connaissaient, et tous savaient qu'Élie Moreau était l'un des meilleurs en droit des sociétés et en protection de patrimoine. « Madame, il y a peut-être eu un malentendu, » commença à dire l'avocat, mais je l'interrompis. « Il n'y a eu aucun malentendu. Mes enfants m'ont volé de l'argent, m'ont insulté, menacé, et maintenant ils veulent me faire mettre sous tutelle pour voler le reste. Tout est parfaitement documenté et mon avocat a des copies de tout. » Le visage de Delphine se décomposa complètement. « Maman, tu ne comprends pas, Gaël est en réel danger. Ces gens vont le blesser s'il n'obtient pas l'argent aujourd'hui. » Ses larmes semblaient sincères, mais je ne me laissais plus tromper par les émotions de mes enfants. « Alors qu'il appelle la police ?» répondis-je sèchement. « Je ne suis pas sa mère. Vous vous souvenez ? Je ne suis qu'une étrangère avec de l'argent sale. » L'avocat semblait de plus en plus mal à l'aise. Il était évident que mes enfants ne lui avaient pas raconté toute l'histoire. « Madame, » intervint-il, « je comprends qu'il y ait des conflits familiaux, mais peut-être pourrions-nous trouver une solution qui profite à tous. Vos enfants sont prêts à signer un accord où ils s'engagent à vous rembourser tout l'argent qu'ils auraient pris sans permission. Maintenant, ils négociaient. La menace de la tutelle avait échoué et ils essayaient de trouver un arrangement. La seule solution qui me profite, leur dis-je d'une voix glaciale, c'est que vous vous éloigniez de ma maison et que vous ne reveniez jamais. Je ne veux pas de votre argent remboursé, je ne veux pas de vos excuses. Je ne veux rien de vous. » Je commençai à fermer la porte, mais Gaël mit son pied pour l'en empêcher. « Maman, s'il te plaît, » me supplia-t-il les larmes aux yeux. « Je comprends que tu sois en colère, mais c'est une question de vie ou de mort. Si je n'ai pas l'argent dans 6 heures, ils vont blesser des innocents. Tu vas vraiment laisser ça arriver ?» Il utilisait la culpabilité comme dernière arme, essayant de me rendre responsable des conséquences de ses décisions stupides. « Gaël, » dis-je en le regardant droit dans les yeux, « il y a 1 semaine, tu m'as dit que je n'étais pas ta mère, que j'étais juste une étrangère. Les mères se sacrifient pour leurs enfants. Les étrangères n'ont pas cette obligation.
Je retirai son pied de la porte et la fermai complètement. Je les entendis parler dehors pendant plusieurs minutes. Des voix agitées, des disputes, l'avocat essayant de calmer la situation. Finalement, ils partirent, mais je savais qu'ils reviendraient. Gaël était désespéré, et les gens désespérés font des choses imprévisibles. Une heure plus tard, mon téléphone sonna. C'était Ellie. Monique, je viens de recevoir un appel très intéressant de Maître Legrand. Apparemment, tes enfants l'ont engagé pour entamer une procédure de tutelle contre toi, mais maintenant il veut se retirer du dossier. Bonne. Cela me fit sourire. Les bons avocats ne voulaient pas affronter Ellie sans une cause solide. Que lui as-tu dit ? Demandai-je. Je lui ai dit que s'il déposait le moindre document légal contre toi, je me chargerais personnellement de ruiner sa carrière. Je lui ai aussi mentionné que nous avons des évaluations médicales et psychologiques récentes qui prouvent ta compétence mentale. Il s'est retiré du dossier immédiatement. Cet après-midi-là, je décidai de faire quelque chose que mes enfants n'attendraient pas. Je me rendis au centre commercial le plus chic de la ville et entrai dans la bijouterie la plus chère. J'avais décidé qu'il était temps de m'offrir quelques plaisirs que je m'étais refusé pendant des décennies à économiser chaque centime. Je m'achetais un collier de perles à 3 000 €, des boucles d'oreilles en diamant à 2 000 €, une montre suisse à 5 000 €. Pour la première fois de ma vie, je dépensais de l'argent pour de belles choses simplement parce que je voulais les avoir. Quand la vendeuse me demanda si c'était pour une occasion spéciale, je répondis « Oui, c'est pour fêter que j'ai enfin appris à m'estimer à ma juste valeur. » En arrivant chez moi, une voiture inconnue était garée devant ma porte. C'était une berline noire aux vitres teintées. Mon cœur s'accéléra un instant, mais je me calmai. Si c'étaient les créanciers de Gaël, ce n'était pas mon problème. Je ne devais rien à ces criminels. Je garai ma voiture dans le garage et entrai dans ma maison par la porte arrière. De la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir la berline noire. Il y avait 2 hommes à l'intérieur qui attendaient. Ils étaient probablement là depuis plusieurs heures. Mon téléphone se mit à sonner avec insistance. C'était Gaël. « Maman, les tips sont chez toi, » me dit-il d'une voix paniquée. « S'il te plaît, ne sors pas. Ils sont dangereux, j'ai juste besoin de l'argent et ils partiront. » Maintenant, mon propre fils dirigeait des criminels vers ma maison. Il avait franchi une ligne que je n'aurais jamais cru qu'il franchirait. « Gaël, » dis-je d'une voix très calme, « si ces hommes touchent à ma propriété ou me menacent de quelque manière que ce soit, j'appellerai la police immédiatement. Et quand ils les arrêteront, je leur dirai exactement qui leur a donné mon adresse. » Je raccrochai et composai le numéro d'urgence. « C'est votre urgence ?» demanda l'opératrice. « Il y a 2 hommes suspects qui surveillent ma maison. Je pense qu'ils sont liés à des recouvrements de dettes illégaux de casino. » 10 minutes plus tard, 2 voitures de police arrivèrent dans ma rue. Les hommes, de la berline noire, partirent immédiatement. Cette nuit-là, en dînant tranquillement dans ma cuisine avec mes nouveaux bijoux, je réalisais quelque chose d'important. Toute ma vie, j'avais eu peur. Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de me retrouver seule, peur que mes enfants ne m'aiment pas. Mais maintenant que j'avais tout perdu, je découvris que je n'avais plus peur de rien. Mes enfants m'avaient déjà fait le pire qu'ils pouvaient me faire. Ils m'avaient volé, insulté, menacé et trahi. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi car je n'avais plus rien à perdre. Et cette liberté était plus précieuse que tout l'argent du monde. Mais ils ne savaient toujours pas à qui ils avaient vraiment affaire. Le vendredi matin, je me réveillai avec une étrange sensation de tranquillité. C'était le jour limite que les créanciers avaient donné à Gaël, mais je me sentais plus calme que jamais. J'avais pris toutes les précautions nécessaires. Mes actifs étaient protégés, ma sécurité était garantie, et mes enfants avaient montré leur vrai visage. Je n'avais plus qu'à attendre de voir quel mouvement désespéré ils feraient. Je n'eus pas à attendre longtemps. À 9 heures du matin, je reçus un appel de la société de sécurité de mon quartier. « Madame Monique, » me dit le gardien,
Il y a une ambulance et une voiture de police devant votre maison. Tout va bien ? Je regardais par la fenêtre et, effectivement, il y avait une ambulance avec les gyrophares allumés garés dans mon allée. Je m'habillai rapidement et sortis pour voir ce qui se passait. Delphine parlait à 2 ambulanciers, gesticulant de manière dramatique et montrant ma maison. Gaël était à côté d'un policier, le visage bandé, et agissant comme s'il était gravement blessé. Quand ils me virent sortir, Delphine courut vers moi, les larmes aux yeux. « Maman, Dieu merci, tu vas bien !» cria-t-elle assez fort pour que tous les voisins l'entendent. On était si inquiets. Gaël a dit que les méchants hommes sont venus te chercher hier soir. Les ambulanciers s'approchèrent avec un brancard, comme si c'était moi qui avais besoin de soins médicaux. « Madame, vous vous sentez bien ?» me demanda l'un d'eux. « Votre fille nous a dit que vous aviez eu un épisode de confusion hier soir, que vous aviez appelé la police pour des personnes qui n'existaient pas. » Je compris immédiatement ce qui se passait. Mes enfants avaient inventé une histoire où j'avais des épisodes de paranoïa et de démence. « Monsieur l'agent, dis-je au policier, ignorant complètement les ambulanciers. « Pourrais-je voir votre carte, s'il vous plaît ?» L'homme me montra son insigne. C'était un vrai. « Avez-vous reçu un rapport officiel sur des problèmes à mon domicile la nuit dernière ?» Le policier consulta son carnet et secoua la tête. « Nous n'avons aucun rapport, madame. Nous avons juste reçu un appel d'inquiétude familiale, ce matin. » Parfait. Mes enfants avaient appelé pour signaler une fausse urgence médicale. « Monsieur l'agent, hier soir j'ai appelé le 17 car il y avait 2 hommes suspects qui surveillaient ma maison. 2 patrouilles sont venues et ont vérifié la situation. Pouvez-vous le confirmer dans votre système ?» Le policier parla dans sa radio et après quelques minutes, il hocha la tête. « Effectivement, madame, il y a un rapport d'hier soir sur une activité suspecte à cette adresse. Les agents qui sont intervenus ont confirmé la présence d'individus suspects qui se sont retirés en voyant les patrouilles. » Delphine devint blanche comme un linge. « Mais maman, balbutia-t-elle, tu nous as dit au téléphone que tu voyais des gens qui n'existaient pas. Tu as dit qu'il y avait des fantômes dans ta maison. » Maintenant, elle inventait des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Les ambulancières se regardèrent, confus par les histoires contradictoires. « Madame, me dit l'ambulancier principal, avez-vous eu des problèmes de santé récemment ? Prenez-vous des médicaments qui pourraient causer de la confusion ?» Je sortis mon téléphone et composai le numéro d'Élie. « Maître Moreau, j'ai besoin que vous veniez chez moi immédiatement. Mes enfants essaient de me faire déclarer incapable en utilisant de faux services d'urgence. » Le visage de Gaël se décomposa en entendant le nom de mon avocat. « Maman, tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit, on est juste inquiet pour toi. » Mais il était trop tard. En moins de 15 minutes, Élie arriva chez moi avec un dossier plein de documents. « Bonjour, monsieur l'agent, » dit Élie au policier en montrant sa carte d'avocat. « Oh, je suis le représentant légal de madame Monique. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ?» Le policier lui raconta l'appel d'urgence médicale et les accusations des enfants. Élie ouvrit son dossier et sortit plusieurs documents. « Monsieur l'agent, j'ai ici des évaluations médicales et psychologiques de cette semaine qui confirment que ma cliente est en parfait état mental. J'ai aussi la documentation prouvant que ses enfants ont essayé de l'escroquer et de la faire déclarer incapable pour accéder à ses actifs financiers. » Les ambulanciers se regardèrent et commencèrent à ranger leur matériel. Il était évident qu'ils avaient été trompés. « Madame, me dit l'ambulancier principal, si vous vous sentez bien et que vous n'avez pas besoin de soins médicaux, nous ne pouvons pas vous forcer à aller à l'hôpital. Êtes-vous sûre de ne pas vouloir qu'on vous examine ? » « Je vais parfaitement bien, » répondis-je fermement. « Ce dont j'ai besoin, c'est que ces 2 individus quittent ma propriété immédiatement. » Je montrai Delphine et Gaël. Ils ne sont pas les bienvenus ici et ils essaient d'utiliser les services d'urgence pour me harceler. Le policier s'adressa à mes enfants. « Messieurs, dames, s'il n'y a pas d'urgence médicale réelle, vous devez quitter la propriété. Madame a le droit de vous demander de partir. » Delphine se mit à pleurer de façon théâtrale,
mais Gaël la prit par le bras, et ils commencèrent à marcher vers leur voiture. « Ça ne va pas en rester là, maman !» me cria Delphine depuis la rue. « Tout le monde saura quel genre de mère tu es. Tu finiras seule et abandonnée. » Ces mots ne me faisaient même plus mal. En fait, ils me donnèrent une idée très intéressante. Après que tout le monde soit parti, Élie et moi nous assîmes dans mon salon pour parler. « Monique, cela devient très sérieux, » me dit-il avec inquiétude. « Utiliser faussement les services d'urgence est un délit, et essayer de te faire déclarer incapable avec des preuves fabriquées est une fraude légale. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures plus agressives. »« À quoi penses-tu » lui demandai-je. Élie sourit d'une manière qui me rappela pourquoi il avait eu tant de succès dans sa carrière. « Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. Nous allons leur faire croire qu'ils ont gagné, puis nous allons les détruire publiquement. » Il m'expliqua son plan. C'était brillant, c'était légal, et ça allait donner à mes enfants une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. « Mais j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance, » me dit-il. « On aura l'impression que tu perds pendant un moment, mais ce n'est qu'une illusion. » Cet après-midi-là, je mis le plan en marche. J'appelai Delphine et fis semblant d'être complètement vaincue. « Ma fille, » lui dis-je d'une voix brisée, « tu as raison, je suis très confuse ces derniers temps. J'ai peut-être besoin d'aide pour gérer mes finances. » Je pouvais entendre le sourire dans sa voix quand elle me répondit. « Maman, je suis contente que tu aies retrouvé la raison. Gaël et moi, on ne veut que le meilleur pour toi. » Nous convînmes de nous retrouver le lundi à la banque pour transférer le contrôle de mes comptes. « Mais j'ai besoin que tu viennes seule, » lui dis-je. J'ai honte que Gaël me voie aussi confuse. Pout. Je passais le week-end à me préparer mentalement pour ce qui allait arriver. Élie avait tout arrangé parfaitement. Le lundi matin, Delphine allait avoir la surprise de sa vie et toute la ville allait savoir exactement quel genre d'enfant j'avais. Le dimanche soir, en organisant les documents dont j'aurais besoin pour le lundi, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Madame Monique ?» demanda une voix masculine inconnue. « Ici l'inspecteur Laurent de la brigade financière. Pourrais-je vous rencontrer demain matin ?» Mon cœur fit un bond. « De quoi s'agit-il, inspecteur ?»« Nous enquêtons sur des irrégularités dans votre banque liées à un accès non autorisé à des comptes clients. Votre nom est apparu dans notre enquête comme victime potentielle. Seriez-vous disponible pour témoigner demain ?» C'était parfait. Élie avait contacté les autorités et maintenant ils avaient une enquête officielle ouverte. « Bien sûr, inspecteur. Je serai à la grande banque du centre-ville à 10 heures pour une autre affaire. Nous pourrions nous y rencontrer. » Il confirma le rendez-vous. Cette nuit-là, je dormis mieux que je n'avais dormi depuis des semaines. Demain serait le jour où mes enfants paieraient enfin pour tout ce qu'ils m'avaient fait. Et j'allais être là pour tout voir. La guerre était sur le point de se terminer, et j'allais gagner. Le lundi matin, je me levai à 6 heures et me préparais comme si c'était la réunion la plus importante de ma vie. Je mis ma robe noire la plus élégante, le collier de perles que j'avais acheté, et je me maquillais soigneusement. Je voulais avoir l'air de la femme à succès que j'étais, pas de la victime que mes enfants croyaient avoir créée. À 9h30, j'arrivais à la banque. Delphine m'attendait déjà sur le parking avec un faux sourire et un dossier plein de documents. « Bonjour maman », me dit-elle en me serrant dans ses bras, comme si nous étions la famille la plus unie du monde. « Je suis très fière que tu aies pris cette décision. C'est le mieux pour tout le monde. » Nous entrâmes ensemble dans la banque et nous nous dirigeâmes vers le bureau du directeur général. Monsieur Lambert nous accueillit avec un sourire professionnel, où je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait exactement ce qui se passait. « Madame Monique, mademoiselle Delphine, veuillez vous asseoir. Je comprends que vous allez effectuer quelques changements sur les comptes. » Delphine sortit immédiatement ses documents. « Oui, ma mère a décidé que je prenne en charge ses finances. Elle a quelques problèmes de mémoire et nous voulons éviter qu'elle ne commette des erreurs. » M. Lambert examina les papiers qu'elle avait apportés. C'était une des procurations très larges qui lui donnerait le contrôle total sur tout mon argent. « Très bien, » dit M. Lambert d'une voix neutre. « Mais avant de traiter ces documents, je dois vérifier certains mouvements récents sur les comptes de Madame Monique. Nous avons détecté quelques irrégularités qui nécessitent une clarification. »
Delphine devint un peu nerveuse, mais garda son sourire. À ce moment, on frappa à la porte du bureau. « Entrez, dit monsieur Lambert. » Un homme d'environ 40 ans entra, en costume gris et avec une plaque d'inspecteur. « Bonjour, je suis l'inspecteur Laurent. Êtes-vous madame Monique ?» Je hochai la tête. Delphine semblait de plus en plus mal à l'aise. « Madame, nous enquêtons sur des fraudes bancaires dans cet établissement. Votre nom est apparu comme victime d'un accès non autorisé à vos comptes. Pourriez-vous confirmer si vous avez autorisé des retraits pour un total de 800 € au cours des 6 derniers mois ?» Delphine devint blanche comme un linge. « Non, inspecteur, » répondis-je d'une voix ferme. « Je n'ai jamais autorisé ces retraits. En fait, je ne savais même pas qu'ils avaient eu lieu avant de vérifier mes relevés de compte la semaine dernière. » L'inspecteur prit des notes, puis regarda directement Delphine. « Et vous êtes ?» lui demanda-t-il d'un ton officiel. « Je suis Delphine. »« Sa fille, » répondit-elle d'une voix tremblante. « J'ai accès à certains de ses comptes pour l'aider dans ses finances. » L'inspecteur consulta son carnet. « C'est donc vous qui apparaissez comme la personne ayant effectué ces retraits non autorisés. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Delphine me regardait avec panique, s'attendant à ce que je la défende comme je l'avais fait toute ma vie. Mais cette fois, je n'allais pas la sauver des conséquences de ses actes. « Inspecteur, » dis-je calmement, « ma fille a fait ses retraits à mon insu et sans mon autorisation. Cela constitue un vol, n'est-ce pas ? Effectivement, madame, c'est une fraude bancaire et un vol aggravé. » L'inspecteur s'adressa à Delphine. « Mademoiselle, je vais vous demander de m'accompagner pour vous poser quelques questions. » Delphine se mit à pleurer. « Maman, s'il te plaît, dis-leur que j'avais la permission. J'ai juste emprunté l'argent. J'allais te le rendre. »« Delphine, dis-je en la regardant droit dans les yeux, tu m'as toi-même dit que je n'étais pas ta mère, que j'étais juste une étrangère avec de l'argent sale. Pourquoi une étrangère te donnerait-elle la permission de prendre son argent ?» Ses larmes devinrent hystériques, mais je restai ferme. À ce moment, Élie entra dans le bureau. « Bonjour à tous. Inspecteur Laurent, merci d'avoir coordonné cette réunion avec moi. » Il s'adressa à monsieur Lambert. « Avez-vous déjà montré à mademoiselle les documents de la fiducie ?» Monsieur Lambert hocha la tête et sortit un dossier que je n'avais jamais vu. « Mademoiselle Delphine, » dit monsieur Lambert d'une voix sérieuse, « avant que vous n'arriviez ce matin, votre mère avait déjà transféré tous ses actifs à une fiducie irrévocable. Les comptes que vous espériez contrôler n'existent plus. Tout l'argent était maintenant protégé légalement et vous n'y avez aucun accès. » Le visage de Delphine se décomposa complètement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Élie lui expliqua patiemment. « Cela signifie que votre mère a protégé son argent de personnes qui pourraient essayer de l'escroquer, comme vous l'avez déjà fait pendant 6 mois. »« Mais les documents que j'ai y apportés, » balbutia Delphine en regardant ses papiers. « Vos procurations sont totalement inutiles. » L'interrompit Élie. « On ne peut pas accorder de pouvoir sur des actifs qui n'appartiennent plus à la personne. Votre mère n'est plus propriétaire directe de rien. Tout est dans la fiducie. » L'inspecteur s'approcha de Delphine. « Mademoiselle, vous devez m'accompagner maintenant. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire et vol aggravé. » Il commença à lui lire ses droits tout en lui passant les menottes. Delphine me regardait avec un mélange de haine et de désespoir. « Maman, tu ne peux pas faire ça !» me criait-elle alors que l'inspecteur l'emmenait vers la porte. « Je suis ta fille et ton sang. Comment peux-tu me trahir comme ça ?» Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers elle. « Delphine, » dis-je d'une voix très calme, « tu m'as dit que je n'étais pas ta mère, que j'étais juste une étrangère. Les mères protègent leurs enfants. Les étrangères protègent leur argent des voleurs. » Ce fut la dernière fois que nous nous parlâmes en tant que famille. Après le départ de Delphine, je restai dans le bureau avec Élie et monsieur Lambert pour finaliser les formalités. « Que va-t-il se passer pour Gaël ?» demandai-je à Élie. « L'inspecteur le recherche également, » m'expliqua-t-il. Apparemment, il était au courant des retraits non autorisés et ils planifiaient tous les deux la fraude à la tutelle. Il est complice de tout. Monsieur Lambert me montra les documents finaux de la fiducie. « Madame Monique, vos actifs sont maintenant entièrement protégés. Personne ne peut y toucher sans une ordonnance du tribunal très spécifique. Et vous gardez le contrôle total en tant qu'unique bénéficiaire. »
C'était exactement ce que j'avais voulu depuis le début. En sortant de la banque, plusieurs voisins et connaissances attendaient dehors. Apparemment, quelqu'un avait appelé les médias locaux au sujet de l'arrestation. Une journaliste s'approcha avec un micro. « Madame, est-il vrai que vos propres enfants ont essayé de vous escroquer ?» Je m'arrêtai et regardai directement la caméra. Mes enfants ont dit que je n'étais pas leur mère, que j'étais juste une étrangère avec de l'argent sale. Aujourd'hui, ils ont découvert que les étrangères ne se laissent pas voler facilement. La journaliste semblait fascinée par l'histoire. « Quel message avez-vous pour d'autres parents qui pourraient être dans une situation similaire ?» me demanda-t-elle. Je réfléchis un instant avant de répondre, que l'amour véritable se démontre par le respect et l'honnêteté. Si vos enfants vous traitent comme des étrangers, il est peut-être temps d'agir comme des étrangers. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je m'assis dans mon salon et réfléchis à tout ce qui s'était passé. En une semaine, j'avais perdu mes 2 enfants, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Ma dignité. Je n'étais plus la mère désespérée, qui suppliait pour de l'amour, j'étais une femme forte, qui exigeait le respect. Mon téléphone sonna plusieurs fois dans l'après-midi. Voisins, amis, parents éloignés, qui avaient vu les nouvelles. Tous voulaient savoir comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si tout allait bien. Pour la première fois depuis des années, je sentis que j'avais une véritable communauté qui se souciait de moi. Mais le plus important, c'est que je n'avais plus peur. Pendant 69 ans, j'avais vécu avec la terreur de me retrouver seule. Maintenant, j'étais seule, et c'était la meilleure sensation du monde. 3 jours après l'arrestation de Delphine, ma vie avait complètement changé. L'histoire l'était parue dans tous les journaux locaux et les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires de soutien. « Une grand-mère guerrière donne une leçon à ses enfants ingrats », disait l'un des titres. « Une femme de 69 ans prouve que l'âge n'est pas synonyme de vulnérabilité », disait un autre. Le mercredi après-midi, je reçus un appel inattendu. C'était Martine, ma voisine d'à côté, une femme de 75 ans qui avait toujours été très timide avec moi. « Monique, me dit-elle d'une voix tremblante, j'ai vu les nouvelles sur ce qui s'est passé avec tes enfants. Je voulais te demander quelque chose de très personnel, si tu me le permets. » « Bien sûr, Martine, dis-moi. » « C'est que mon fils aussi prend de l'argent sur mon compte sans permission. Je pensais que c'était normal, que comme je suis vieille, je dois le laisser gérer mes finances. Mais après avoir vu ce que tu as fait... » Sa voix se brisa. « Crois-tu qu'on pourrait parler ? Je ne sais pas quoi faire. » Cette conversation m'ouvrit les yeux sur quelque chose que je n'avais pas envisagé. Je n'étais pas la seule femme âgée à être victime d'abus financiers de la part de ses propres enfants. J'invitai Martine à prendre un café cet après-midi-là, et ce qu'elle me raconta me brisa le cœur. Son fils lui avait pris ses cartes de crédit, contrôlait toutes ses dépenses et lui donnait une allocation de seulement 200 € par mois sur sa propre pension. « Martine, » lui dis-je en lui prenant les mains, « ça ce n'est pas prendre soin de toi, c'est de l'abus financier. » Il était, elle s'est mise à pleurer. Mais il dit que c'est pour mon bien, que les personnes âgées ne savent pas gérer l'argent. Je lui expliquais tout ce que j'avais appris avec Ellie sur la protection des actifs et les droits des personnes âgées. Le lendemain, Martine et moi allâmes ensemble voir Ellie. Il examina sa situation et confirma que son fils commettait un abus financier sur personnes âgées. Un délit. « Madame Martine, » expliqua Ellie, « vous avez le droit de contrôler vos propres finances, tant que vous êtes mentalement compétente. Et d'après ce que je vois, vous êtes parfaitement lucide. » Durant cette semaine, 3 autres femmes du quartier me contactèrent avec des histoires similaires. Lorena, 72 ans, dont la fille lui avait pris sa maison par la ruse. Jasmine, 68 ans, dont les enfants avaient vidé son compte d'épargne pour payer leurs propres dettes. Toutes pensaient que c'était normal, que cela faisait partie du vieillissement. Le samedi, j'organisai une réunion chez moi. Nous étions 5 femmes âgées qui avaient été victimes d'abus financiers familiales. « Mesdames, » leur dis-je en servant du café et du gâteau, « nous avons travaillé toute notre vie pour accumuler ces économies. Personne n'a le droit de nous les prendre, pas même nos propres enfants.
Ellie vint à la réunion et nous expliqua nos droits légaux. L'abus financier des personnes âgées est plus courant qu'on ne le pense, nous dit-il. Mais il est aussi tout à fait évitable si vous prenez les bonnes mesures. Il nous apprit comment protéger nos actifs, comment reconnaître les signes d'abus et comment porter plainte lorsque c'était nécessaire. Cette réunion changea ma perspective sur ce qui s'était passé avec mes enfants. Ce n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était une opportunité d'aider d'autres femmes dans ma situation. Je décidai que j'allais transformer mon expérience en quelque chose de positif pour ma communauté. Le lundi suivant, je me rendis à la station de radio locale et demandai à parler au directeur des programmes. Je veux proposer une émission hebdomadaire sur la protection financière pour les personnes âgées, expliquai-je. Il y a des milliers de personnes dans notre ville qui sont abusées par leur propre famille et ne le savent pas. Le directeur, un jeune homme nommé Marc, se montra très intéressé. « Madame Monique, votre histoire a été très commentée dans la ville. Je pense qu'une telle émission pourrait aider beaucoup de gens. Avez-vous de l'expérience en radio ?» Je lui expliquai mon expérience de comptable et mes connaissances fraîchement acquises en matière de protection juridique. « Je n'ai pas besoin d'expérience en radio, lui dis-je avec confiance. J'ai besoin d'expérience de la vie, et ça j'en ai à revendre. » Nous convînmes de faire une émission pilote cette même semaine. Nous l'appellerons « Dignité dorée », suggéra Marc. Un espace où les personnes âgées peuvent apprendre à se protéger et à s'estimer. Le mercredi après-midi, alors que je préparais le script de ma première émission de radio, je reçus un appel inattendu. C'était Gaëlle. Sa voix était différente, plus mûre, brisée par quelque chose qui ressemblait à un remords sincère. « Maman, me dit-il, je suis en prison. On m'a arrêté ce matin. » « Je sais, répondis-je calmement. L'inspecteur Laurent m'a informé qu'on t'avait trouvé. » Gaëlle se tut un instant. « Maman, je voulais m'excuser. Je sais que ce qu'on a fait était mal. Je sais qu'on t'a blessée. Mais je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. »« Aussi loin que quoi ?»« Gaëlle, demandai-je. »« Aussi loin que de protéger mon propre argent de voleur. Aussi loin que de dénoncer des crimes à la police. Aussi loin que d'exiger le respect de mes propres enfants. » Ma voix restait calme mais ferme. « Non, maman. Aussi loin que de détruire ta propre famille. » Ces mots me firent mal un instant, mais je me souvins de tout ce qui s'était passé. « Gaëlle, c'est vous qui avez détruit cette famille quand vous avez décidé de me voler et de m'humilier. Je n'ai fait que me protéger des conséquences de vos décisions. Y a-t-il un moyen de réparer ça ? Me demanda-t-il d'une voix désespérée. Un moyen pour que tu puisses nous pardonner et que nous redevenions une famille ? Je réfléchis soigneusement avant de répondre. Toute ma vie, j'avais tout pardonné, tout excusé. J'avais sauvé mes enfants de toutes les conséquences. Gaëlle, dis-je finalement, le pardon se gagne par des actes, pas par des mots. Quand vous aurez prouvé que vous avez vraiment changé, quand vous aurez payé pour ce que vous avez fait, quand vous aurez compris le mal que vous avez causé, peut-être pourrons-nous parler. Mais pour l'instant, vous devez faire face aux conséquences de vos décisions. Mais maman, nous sommes sa famille, ton sang. Le sang ne justifie pas l'abus, Gaëlle. La famille se construit avec l'amour et le respect, pas avec l'ADN et le chantage émotionnel. Je raccrochai et restai assise en silence pendant plusieurs minutes. Ce soir-là, en terminant de préparer ma première émission de radio, je réfléchis au concept de famille. Pendant 69 ans, j'avais cru que la famille était sacrée, que les enfants avaient un droit automatique à l'amour inconditionnel de leurs parents. Mais maintenant, je comprenais que l'amour véritable exige la réciprocité, le respect et des limites saines. Mon émission de radio s'appellerait « Dignité dorée » et la première diffusion porterait sur un sujet très personnel, quand les enfants deviennent des étrangers. J'allais raconter mon histoire complète, sans censure, pour que d'autres personnes dans ma situation sachent qu'elles n'étaient pas seules. Le jeudi matin, 1 heure avant ma première diffusion, je reçus un SMS d'un numéro inconnu. « Je suis la petite fille de Martine.
Merci d'avoir aidé ma grand-mère à retrouver sa dignité. Je suis fière d'elle et de vous. » Ce message me remplit d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. En arrivant à la station de radio, plusieurs personnes attendaient dehors. Des femmes âgées qui voulaient me rencontrer, des membres de leur famille qui voulaient me remercier d'avoir inspiré leur grand-mère, des journalistes qui voulaient m'interviewer. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme une personne importante. Non pas pour mon argent, mais pour ma valeur en tant qu'être humaine. Marc m'emmena au studio et m'expliqua le fonctionnement du micro. « Madame Monique, parlez naturellement. Imaginez que vous conversez avec une amie dans votre salon. » Je mis le casque et attendis le signal pour commencer. « Bonjour chers auditeurs, ici Monique et voici Dignité dorée, une émission où les personnes âgées retrouvent leur valeur et leur pouvoir. » Ma voix était ferme et assurée. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme qui, pendant 69 ans, a cru qu'être une bonne mère signifiait se laisser abuser. Pendant le temps qui suivit, je racontais mon histoire complète. Le vol de Delphine, les dettes de jeu de Gaël, les menaces de tutelle, l'arrestation, tout. Mais je parlais aussi de la libération que j'avais ressentie en prenant le contrôle de ma vie, des amis que j'avais rencontrés, de la communauté que j'avais construite. Copé, si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez votre propre histoire dans la mienne, dis-je à la fin de l'émission. Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous avez de la valeur au-delà de votre argent. Sachez que vous méritez le respect de toute personne, y compris de vos propres enfants. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver votre dignité. Quand l'émission se termina, le téléphone de la station n'arrêtait pas de sonner. Des messages de soutien, des demandes d'aide, des histoires similaires d'abus. Marc me regarda avec admiration. « Madame Monique, je crois que vous venez de changer de nombreuses vies. » Mais la vérité, c'est que la vie qui avait le plus changé était la mienne. 2 mois après ma première émission de radio, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Dignité dorée était devenue l'émission la plus écoutée de la station le mercredi après-midi. Je recevais des lettres d'auditeurs de toute la région, des appels de remerciements et des demandes d'aide qui me touchaient au cœur. J'avais formé un groupe de soutien qui se réunissait tous les samedis chez moi. Nous étions maintenant 15 femmes âgées ayant fait face à des situations similaires d'abus familial. Martine avait repris le contrôle total de ses finances et avait mis son fils abusif à la porte. Lorena avait récupéré le titre de propriété de sa maison avec l'aide d'Élie. Jasmine avait ouvert de nouveaux comptes bancaires auxquels ses enfants n'avaient pas accès. Un mercredi après-midi, après mon émission hebdomadaire, Marc m'attendait dans le studio avec un immense sourire. « Monique, j'ai des nouvelles incroyables !» me dit-il avec enthousiasme. « Une chaîne de radio nationale veut syndiquer Dignité dorée. Ton émission serait diffusée dans 50 villes de tout le pays. » Je n'en revenais pas. En 6 mois, j'étais passée d'une femme humiliée par ses propres enfants à animer une émission de radio nationale. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» lui demandai-je. Marc m'expliqua que je recevrais des redevances pour chaque station qui diffuserait l'émission, en plus d'opportunités d'écrire des livres et de donner des conférences. « Monique, tu pourrais gagner plus d'argent avec cette émission que tu n'en as gagné durant toute ta carrière de comptable, » m'expliqua Marc. « Ton histoire inspire des milliers de personnes. » L'ironie était délicieuse. Mes enfants avaient essayé de me voler mon argent, et maintenant j'allais y gagner beaucoup plus d'argent, en racontant comment ils m'avaient volé. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je trouvai une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Elle n'avait pas d'expéditeur, mais je reconnus immédiatement l'écriture de Delphine. À l'intérieur, il y avait une lettre de 3 pages écrite à la main depuis la prison. Le cœur battant, je m'assis dans mon fauteuil préféré pour la lire. « Chère maman », commençait la lettre. « J'ai eu 2 mois pour penser à tout ce qui s'est passé. 2 mois pour réfléchir à mes actions et à leurs conséquences. 2 mois pour enfin comprendre le mal que je t'ai causé. »« Hans »
Ma première réaction fut le scepticisme. Delphine avait toujours été très douée pour manipuler les émotions avec des mots. Mais en continuant à lire, quelque chose dans le ton me parut différent. Je ne t'écris pas pour te demander pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Je ne t'écris pas pour te demander de retirer les charges, car je comprends que je dois payer pour ce que j'ai fait. J'écris parce que je comprends enfin qui tu es vraiment, et j'ai honte d'avoir mis 35 ans à le réaliser. La lettre continuait avec des détails spécifiques de moments de ma vie que je pensais qu'elle avait oubliés. Quand j'avais fait des doubles journées pour lui payer l'université, quand j'avais vendu ma voiture pour lui donner l'apport de sa première maison, quand je m'étais occupée de son fils pendant des mois après son divorce. « Tu as toujours été là », écrivait-elle, « et je l'ai pris pour acquis, comme quelque chose que tu me devais parce que j'étais ta fille. Ici, en prison, j'ai rencontré d'autres femmes qui ont aussi volé leur famille. Certaines pour la drogue, d'autres pour des dettes, d'autres par pure cupidité. Mais nous avons toutes un point commun. Nous pensions que nos familles nous devaient quelque chose simplement parce que nous existions. Nous pensions que l'amour était un compte en banque qui ne s'épuisait jamais. » Les mots de Delphine m'affectaient plus que je ne l'aurais cru. Pendant 2 mois, j'avais gardé mon cœur fermé, protégé par une colère justifiée. Mais maintenant, en lisant sa réflexion honnête, je sentais que quelque chose s'adoucissait en moi. « Maman, j'ai suivi ton émission de radio d'ici. Une des gardiennes me laisse l'écouter le mercredi. Je suis fière et honteuse à la fois. Fière que tu aies trouvé ta voie et ta force. Honteuse qu'il ait fallu que tu perdes tes enfants pour les trouver. » Ces mots me firent pleurer, pour la première fois depuis des mois. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, » terminait la lettre. « Je n'attends pas que tu me fasses à nouveau confiance. J'espère seulement que tu sais que je comprends enfin le cadeau que tu as toujours été dans ma vie, et que mon plus grand regret n'est pas d'avoir perdu l'accès à ton argent, mais d'avoir perdu le droit de t'appeler maman. » Je restais assise avec la lettre entre les mains pendant 1 heure, traitant chaque mot. C'était différent de toutes les manipulations précédentes de Delphine. Elle ne me demandait rien, n'essayait pas d'obtenir quelque chose, n'utilisait ni la culpabilité ni le chantage émotionnel. Elle exprimait seulement une compréhension et un remords sincère. Ce soir-là, j'appelai Élie pour lui parler de la lettre. « Monique, me dit-il après avoir tout écouté, en tant que ton avocat, je dois te rappeler que les lettres de prison peuvent être des stratégies légales. Mais en tant que ton ami, je dois te dire que ça a l'air très sincère. Que ressens-tu dans ton cœur ? » « De la confusion, répondis-je honnêtement. Pendant 2 mois, j'étais sûre d'avoir fait le bon choix, mais cette lettre me fait me demander s'il y a de la place pour le pardon sans compromettre ma sécurité. Élie me rappela quelque chose d'important. « Monique, pardonner ne signifie pas que tu dois faire à nouveau confiance. Tu peux pardonner à quelqu'un tout en maintenant des limites saines. » Le lendemain, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Je me rendis à la prison du comté pour rendre visite à Delphine. J'avais beaucoup réfléchi aux paroles d'Élie sur la différence entre pardonner et faire confiance. Je voulais voir ma fille en personne, la regarder dans les yeux et décider si son repentir était réel. Le processus de visite était humiliant et dégradant. Fouilles, formulaires, attente. Mais quand je vis enfin Delphine de l'autre côté de la vitre, je fus frappée par son apparence différente. Elle avait perdu du poids, avait des cernes profonds, et ses cheveux étaient simplement attachés. Mais le plus remarquable était son expression. Elle n'avait plus cette arrogance qui avait toujours caractérisé son visage. « Maman, » dit-elle à travers le téléphone de la visite, et sa voix se brisa immédiatement. « Je n'arrive pas à croire que tu sois venue. » Je l'étudiais attentivement, cherchant des signes de manipulation, mais je ne vis qu'une douleur sincère et une honte profonde. « J'ai reçu ta lettre, » lui dis-je. Elle sonnait simplement différemment de tout ce que tu m'avais dit auparavant. Delphine hocha la tête et essuya ses larmes. Parce que c'est enfin la vérité. Toute la vérité, sans agenda, sans manipulation, sans rien attendre en retour. « Qu'est-ce qui a changé, Delphine ?»
lui demandai-je directement. Pourquoi comprends-tu maintenant des choses que tu ne comprenais pas il y a 2 mois ? Elle réfléchit soigneusement avant de répondre. Parce qu'ici, je ne peux pas me cacher derrière des excuses ou des justifications. Chaque jour, je me lève et je me couche avec la réalité de ce que j'ai fait, non pas à une étrangère, mais à la personne qui m'a le plus aimée au monde. Maman, continua-t-elle, je ne vais pas te demander de me pardonner car je sais que je n'en ai pas le droit. Mais je veux que tu saches que je comprends enfin le cadeau que tu as toujours été, et que si un jour, dans de nombreuses années, tu décides de me donner une autre chance, je jure que je serai la fille que tu as toujours mérité d'avoir. Nous nous regardâmes en silence pendant plusieurs minutes. Dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une humilité sincère. Pas l'humilité feinte qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, mais la véritable humilité qui vient de celui qui a tout perdu et qui comprend enfin la valeur de ce qu'il avait. « Delphine, dis-je finalement, je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite de me libérer du poids, du ressentiment. » Elle se mit à pleurer silencieusement. Mais te pardonner ne signifie pas que les choses redeviendront comme avant. La confiance se gagne avec le temps et des actions cohérentes. Je le comprends parfaitement, me répondit-elle. J'espère seulement avoir l'occasion de gagner cette confiance un jour. À la fin de la visite, en retournant à ma voiture, je me sentis étrangement en paix. J'avais fait ce qu'il fallait en me protégeant, mais je faisais aussi ce qu'il fallait en ouvrant mon cœur au pardon. Ce soir-là, dans mon émission de radio, je parlais du pardon et des limites saines. Chers auditeurs, dis-je au micro, aujourd'hui, j'ai appris qu'on peut pardonner à quelqu'un sans compromettre sa sécurité. Que le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas une porte ouverte à plus d'abus. L'émission généra plus d'appels que jamais. Des gens partageant leur propre lutte avec le pardon familial, l'établissement de limites, le maintien de la dignité, tout en gardant le cœur ouvert. Je réalisais que mon histoire personnelle était devenue quelque chose de beaucoup plus grand, un guide pour quiconque avait été trahi par un être cher. En rentrant chez moi ce soir-là, il y avait une autre enveloppe dans ma boîte aux lettres. Cette fois, c'était de Gaël. La lettre de Gaël était très différente de celle de Delphine, plus courte, plus directe, mais tout aussi percutante. « Maman, commençait-elle. Je ne suis pas douée avec les mots comme Delphine, mais je dois te dire quelque chose d'important. Je suis en cure de désintoxication ici en prison. Thérapie de groupe pour les accros au jeu. Pour la première fois depuis des années, je pense clairement. Je veux que tu saches que Delphine a essayé de m'arrêter plusieurs fois. » Continuait la lettre. Quand j'ai commencé à parier gros, quand j'ai commencé à prendre ton argent, quand nous avons décidé de tenter la mise sous tutelle. Elle m'a dit que j'allais trop loin, mais je l'ai poussée. Je lui ai dit que tu avais tellement d'argent que tu ne t'en rendrais pas compte. C'était ma faute, pas la sienne. Ces mots me surprirent. Pendant tout ce temps, j'avais supposé que Delphine et Gaël étaient également coupables. Mais apparemment, Gaël avait été le cerveau derrière le plan. « Maman, quand je t'ai dit que tu n'étais pas ma mère, quand je t'ai traitée d'étrangère, je projetais ma propre honte sur toi. Je me détestais pour ce que je faisais, mais c'était plus facile de te détester toi. L'argent dont j'avais besoin n'était pas seulement pour le casino, » confessait Gaël. J'avais aussi emprunté de l'argent à des gens dangereux pour continuer à jouer. Quand j'ai perdu ça aussi, ils m'ont menacé. Au lieu de te confesser la vérité et de te demander de l'aide honnêtement, j'ai décidé de te voler et de te mentir. Cette décision a tout détruit. La lettre continuait, avec des détails sur son addiction que je n'avais jamais connue. Il jouait depuis 3 ans, pas 2 comme je le pensais. Il avait perdu plus de 40 000 € de ses propres économies avant de commencer à prendre mon argent. Il avait menti à sa femme, à ses amis, à ses patrons, et finalement à moi. Ici, en prison, je connais un homme qui a perdu toute sa famille à cause de la drogue, écrivait Gaël. Il m'a dit quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Les addictions ne détruisent pas seulement l'addict, elles détruisent tous ceux qui l'aiment. Maman, j'ai détruit notre amour à cause de mon addiction.
Je ne t'écris pas pour te demander de l'argent, ni pour que tu retires les charges. Terminait la lettre. Je t'écris pour te demander quelque chose de bien plus important. Ne permets pas que ma destruction ruine la nouvelle vie que tu as construite. J'ai vu les nouvelles sur ton émission de radio. Je suis fière de toi. Tu aurais toujours dû être la star de la famille, pas nous. Après avoir lu la lettre de Gaël, j'appelai Élie pour lui raconter. « Monique, me dit-il, je crois que tes enfants font enfin face aux conséquences réelles de leurs actes. Le temps en prison leur donne une perspective qu'ils n'ont jamais eue en vivant dans leur bulle de privilèges. Crois-tu que je devrais lui rendre visite aussi ? Lui demandai-je. Élie réfléchit un instant avant de répondre. Cette décision t'appartient entièrement. Légalement, il n'y a rien à gagner ou à perdre à lui rendre visite. Émotionnellement, seul toi peux décider si tu es prête pour cette conversation. Ce soir-là, dans mon émission de radio, je consacrais le segment entier au thème des addictions familiales. Chers auditeurs, commençai-je. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très douloureux. Quand les addictions détruisent des familles entières. Quand les personnes que nous aimons deviennent des étrangers à cause de comportements autodestructeurs. J'ai reçu une lettre de quelqu'un de très proche de moi, continuai-je. Quelqu'un qui a finalement admis que son addiction aux jeux l'a poussé à voler, mentir et trahir sa propre famille. Cette personne m'a demandé comment elle peut commencer à réparer les dégâts qu'elle a causés. Je pris une pause pour contrôler mes émotions. La réponse que je lui donnerai, dis-je au micro, est la même que je donnerais à quiconque dans une situation similaire. La réparation commence par une honnêteté totale, continue avec un changement de comportement sincère et se maintient avec une patience infinie. On ne peut pas réparer des années de dégâts avec une lettre ou une excuse. On répare avec une nouvelle vie. Les appels que je reçus ce soir-là furent intenses. Des parents qui avaient perdu des enfants à cause de la drogue. Des épouses qui avaient perdu des maris à cause de l'alcool. Des enfants qui avaient perdu des parents à cause du jeu. Chaque histoire me rappelait que ma situation, bien que douloureuse, n'était pas unique. Des milliers de familles étaient détruites chaque jour par les addictions. Un appel en particulier me marqua profondément. C'était une femme nommée Carmen, 65 ans. « Monique, me dit-elle en pleurant, mon fils est toxicomane depuis 10 ans. Il a volé tout ce qu'il a pu chez moi. Il m'a menti, manipulé, menacé, mais il reste mon fils. Comment trouver l'équilibre entre l'aimer et me protéger ? Carmen, répondis-je. Aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous détruire. Vous pouvez aimer votre fils, tout en fermant votre porte. Vous pouvez prier pour lui, tout en protégeant votre argent. L'amour véritable exige parfois des limites dures. Ces mots résonnèrent chez de nombreux auditeurs qui appelèrent plus tard pour me remercier. 3 jours après avoir reçu la lettre de Gaël, je pris la décision de lui rendre visite. Je voulais aussi le regarder dans les yeux et avoir la même conversation honnête qu'avec Delphine. Le processus fut le même, humiliant, dégradant, mais nécessaire. Quand je vis Gaël de l'autre côté de la vitre, je fus impressionnée par son changement physique. Il avait beaucoup maigri, avait une barbe grise que je ne lui avais jamais vue, et ses yeux semblaient plus clairs que je ne les avais vus depuis des années. Quand il me vit, il se mit à pleurer immédiatement. « Maman, me dit-il à travers le téléphone, merci d'être venue, je ne mérite pas ton temps, mais je te remercie d'être venue. » Contrairement à Delphine, Gaël semblait complètement détruite émotionnellement. Son arrogance avait totalement disparu. « J'ai reçu ta lettre, lui dis-je. J'ai été surprise d'apprendre que tu avais aussi manipulé Delphine. » Gaël hocha la tête avec honte. « Maman, c'est moi le méchant dans cette histoire. Delphine n'a fait que suivre mes plans stupides parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Si quelqu'un mérite ton pardon, c'est elle, pas moi. »« Pourquoi me dis-tu ça, Gaël ?» lui demandai-je. « Pourquoi défends-tu ta sœur au lieu de te défendre toi-même ?» Il essuya ses larmes et me regarda directement, parce que je dis enfin la vérité. Pendant des années,
J'ai menti, manipulé, projeté la faute sur les autres. Ici, je ne peux plus mentir. La vérité est la seule chose qui me reste. Maman, continua-t-il. En thérapie, j'ai appris que les addicts détruisent tout ce qu'ils touchent. Les relations, la confiance, les familles. J'ai détruit notre famille par mon égoïsme. Delphine a seulement essayé de me sauver et a fini par sombrer avec moi. Ses paroles semblaient sincères, mais je restais sur mes gardes. « Qu'attends-tu de moi, Gaël ?» lui demandai-je directement. « Que veux-tu que je fasse de cette information ?» Il réfléchit soigneusement avant de répondre. « Rien, maman. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches la vérité avant que tu ne décides si Delphine mérite un jour une seconde chance. Et toi, tu ne mérites pas une seconde chance ?» Gaël secoua fermement la tête. Pas avant d'avoir prouvé par des années de sobriété et de comportement honnête que j'ai vraiment changé. Les mots sont faciles, maman. Les vrais changements sont difficiles et prennent du temps. En sortant de la prison après avoir rendu visite à Gaël, je me sentis émotionnellement épuisée, mais aussi étrangement pleine d'espoir. Pour la première fois depuis des années, mes enfants parlaient avec une honnêteté totale. Ils faisaient face aux conséquences réelles de leurs actes. Ils prenaient une responsabilité sincère pour le mal qu'ils avaient causé. Ce soir-là, chez moi, je m'assis dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé et réfléchis à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. J'avais commencé ce voyage en tant que victime humiliée et volée par ses propres enfants, mais je me trouvais maintenant dans une position complètement différente. J'avais une émission de radio à succès qui aidait des milliers de personnes. J'avais une communauté d'amis qui me respectaient et m'estimaient. J'avais une sécurité financière totale et une indépendance légale complète. Et maintenant, peut-être, j'avais la possibilité de reconstruire des relations familiales sur une base entièrement nouvelle d'honnêteté et de respect mutuel. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois de ma vie, je savais que toute décision que je prendrais serait entièrement la mienne. Je n'étais plus la mère désespérée suppliant pour de l'amour. J'étais une femme forte, indépendante, précieuse, qui avait des options. Et cette liberté était le cadeau le plus précieux que mes enfants m'avaient donné sans le savoir. En essayant de me détruire, ils m'avaient libérée. En me traitant d'étrangère, ils m'avaient appris à apprécier ma propre compagnie. En volant mon argent, ils m'avaient montré ma vraie valeur. Demain commencerait un autre jour de ma nouvelle vie. Une vie où je prenais toutes les décisions importantes. Une vie où ma valeur ne dépendait pas du besoin des autres. Une vie où, enfin, à 69 ans, j'avais appris à me respecter. J'avais enfin pris ma retraite, non pas d'un travail, mais d'une vie à être sous-estimée.